des années 60, au Canada comme ailleurs, la société est en ébullition. Les mouvements étudiants s'agitent, les Noirs revendiquent leurs droits, il y a la guerre au Vietnam. Et de plus en plus de citoyens sont en désaccord avec leur gouvernement. Daniel Waterloo milite pour plusieurs de ces causes. Il est un des fondateurs du mouvement intellectuel et ouvrier patriote du Québec. Il participe aux manifestations pour McGill français. Il est aussi présent devant la compagnie Murray Hill lorsque les agents de sécurité tirent dans la foule. C'est épouvantable. Ils tiraient dans le monde comme si on était la boucherie. Toutes ces activités sont suspectes aux yeux de la GRC. Il peut s'agir d'un groupe de vieilles dames de l'Église unie ou de joueurs de hockey. Si vous êtes capable de mobiliser un groupe, le gouvernement se méfie de vous et vous êtes dans la mire de la GRC. Ces mouvements émergents ébranlent l'univers de la GRC, qui les perçoit au début comme différentes facettes d'une vaste conspiration. La GRC se met alors à espionner le mouvement pacifiste. Parmi les documents que nous avons obtenus dans cette enquête se trouve un rapport de surveillance de la GRC lors d'une manifestation pacifiste en 1964. C'était apparemment suffisant pour que la GRC cherche à identifier chaque personne présente, y compris une jeune fille de 13 ans. La GRC notait les numéros de plaques d'immatriculation des manifestants. On retraçait les adresses des propriétaires, puis on avisait chaque détachement local de la GRC de suivre les personnes vivant dans leur secteur et qui avaient été vues lors d'une manifestation pour découvrir si elles ne faisaient pas autre chose. Tout cela était étroitement surveillé et ce genre de personnes pouvait se retrouver dans les camps. À la même époque, une menace à la sécurité nationale, pourtant bien réelle, se développe au Québec. Le Front de libération du Québec, le FLQ, multiplie les attentats à la bombe et les vols à main armée. Plus de 200 au total. La GRC avait négligé le danger que représentait le FLQ. Elle ne savait pas quoi faire. Ces gens n'étaient pas sur leur liste, bien que le programme continuait à fonctionner. À l'automne 70, des membres du FLQ enlèvent le diplomate britannique James Richard Cross, puis le vice-premier ministre du Québec, Pierre Laporte. C'est la crise d'octobre. Ottawa invoque la loi des mesures de guerre, la même loi sous laquelle est constitué le programme Pro-Funk, afin de donner des pouvoirs d'arrestation plus étendus à la police. Mais pour arrêter qui exactement? 200 ou 300 citoyens étaient vraiment recherchés par la police. Leur nom se trouvait sur une liste dont on n'a jamais su exactement d'où elle venait. En fait, selon le lieutenant Julien Giguère, qui dirigeait alors le service du renseignement de l'escouade antiterroriste à Montréal, les trois forces policières combinées n'avaient au total que quelques dizaines de suspects. On a mis des noms. Et puis, la Sûreté du Québec en a ajouté. Et puis, la GRC en a ajouté. Et puis, à un moment donné, moi, le plus grand nombre que j'ai vu sur mon pupitre, c'était à peu près une soixantaine. Ça, c'était vos suspects du FLQ, une soixantaine de noms. Oui. Mais il y a un gros problème. 8000 soldats occupent le Québec. Les policiers sont partout. Les droits fondamentaux des citoyens suspendus. Et tout cela pour n'arrêter qu'une poignée de suspects. La Sûreté du Québec estime qu'il en faudrait davantage pour faire sérieux. Alors, ils se sont mis en contact avec la GRC et ils ont été au quartier général de la GRC à cette époque-là, qui était rue Sainte-Catherine. Ils étaient dans une petite pièce et les gens de la GRC allaient dans une autre pièce et revenaient avec des dossiers qu'ils ne leur donnaient pas vraiment à lire, mais leur donnaient des noms. Et le rôle des gens de la SQ là-dedans a été minimal. En gros, ils écrivaient des noms sous la dictée de la GRC. On peut cependant constater par des vérifications que la majorité des personnes mentionnées ne sont pas des terroristes, mais plutôt des gens susceptibles d'échauffer les esprits.
La seule liste qui a été soumise, je parle même le soir même de la proclamation, c'était celle que détenait la gendarmerie. Marc Lalonde, how are you? En octobre 70, Marc Lalonde était le directeur de cabinet de Pierre Elliott Trudeau. Il a joué un rôle central dans le déroulement de la crise d'octobre. Il affirme que la GRC a remis en main propre au premier ministre les noms qu'elle avait fait mettre sur la liste d'arrestation. M. Trudeau a alors confié le document au ministre Gérard Pelletier pour avoir son avis. On a utilisé ces listes-là pour confectionner la liste des arrestations pour la crise d'octobre. Alors, quand à la dernière minute, ils se sont ramassés avec l'enlèvement de Cross et qu'il fallait, on leur a dit, mais quelle information avez-vous? Ils ont sorti cette liste-là, j'imagine, de leur tiroir. Waterloo passera 3 mois en prison. Il sera un des derniers détenus de la crise d'octobre à être relâché en janvier 1971. L'accusation sera abandonnée. Il ne recevra jamais d'excuses. Chaque année, j'ai trouvé d'autres exemples où des erreurs étaient faites. Nous lui avons montré des documents du programme à l'époque où il en était responsable. Ça, c'est une liste d'arrestations en cas de déclenchement de conflit. Alors, il n'était pas discuté quand j'étais solliciteur général, j'étais pas familier. Même, j'étais en principe contre ce genre cette approche-là. Une période où les services de renseignement de la GRC ont connu de nombreux dérapages. Il apprendra plus tard que la police fédérale l'avait déjà lui-même mis sous écoute. Vous étiez espionné par la GRC, alors que vous étiez le patron de la GRC. Pierre Trudeau nomme alors Robert Kaplan comme solliciteur général, avec le mandat de revoir de fond en comble la structure de la GRC. On m'a parlé de ce programme après que j'étais solliciteur général. Franchement, j'ai aucune mémoire de ce programme de camp, etc. Et je peux vous assurer que c'était jamais discuté au cabinet quand j'étais membre du cabinet. Pourtant, une note de service de la GRC datée du 27 mai 1983, adressée au chef de la sécurité à travers le pays et portant spécifiquement sur le programme Pro-Funk, affirme que Robert Kaplan a demandé que l'on abandonne toute activité reliée au système actuel. C'est nous qui le lui avons appris. Marc Lalonde, alors un des ministres les plus puissants à Ottawa, affiche le même étonnement devant l'existence de Pro-Funk. Sous Robert Kaplan, la GRC est scindée en deux pour créer le SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité. Nous savons qu'avec la création du SCRS en 1984, à la suite de la commission MacDonald, plusieurs des activités de la GRC sont transférées à la nouvelle police secrète. C'est bien possible que le dossier des camps de concentration s'y trouve maintenant. En tout cas, la note de service annonçant l'ordre du ministre Kaplan d'y mettre fin se termine par cette phrase qui ressemble à un refus de lui obéir. On ne peut, dit le chef des opérations de la GRC, se permettre de perdre de vue le fait qu'il importe de trouver un système de remplacement si l'on veut assumer nos responsabilités en temps de crise. Maintenant, la question, est-ce que des programmes de cette nature-là existent? Est-ce qu'ils continuent d'exister? La réponse est bien sûrement que oui. Cependant, il n'est pas sûr que les programmes actuels aient l'envergure de Pro-Funk, où est-ce qu'on parlait de 3000 personnes. Mais il est très sûr que dans le climat antiterroriste actuel, il y a très sûrement des listes. Quand on réfléchit à ces choses-là, on est toujours en face d'un choix. On se dit, est-ce que ces gens sont, en quelque sorte, des répressifs, des méchants qui veulent mettre tout le monde en prison, ou est-ce que ces gens-là sont des incompétents? Lors de la Première Guerre mondiale, nous avons détenu les Ukrainiens. À la Deuxième, on l'a fait aux Japonais. En 1970, on l'a fait aux gens qu'on a prétendu être associés au FLQ, mais qui ne l'étaient pas toujours et qui ne représentaient pas une réelle menace à notre pays.